Alors, nous allons donc recevoir Laurent Roland Tonnikes. Laurent Roland Tonnikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Vous avez repris donc le plateau hier ou lundi? Hier. Ouais. Voilà, on vous souhaite donc la bienvenue. On espère que la mission s'est bien déroulée parce que vous avez manqué aux téléspectateurs, même si peut-être ils doivent envoyer des momos. Non, je crois que la mission s'est bien déroulée. Oui, oui je voudrais au passage dire merci à toutes ces personnes qui ont tenté de me joindre, soit sur WhatsApp ou sur Facebook, qui m'ont écrit, qui ont tenté de me contacter. Qui étaient inquiets, soit comme vous parlez des personnes. Qui soit étaient inquiètes, pardon, ces personnes, oui. ou soit qui voulaient, qui disaient qu'il fallait que je sois sur le plateau à cause de certains sujets. Bon, bien évidemment, il fallait peut-être aussi s'adapter à ça, parce qu'il se peut qu'un jour je parte définitivement du plateau d'IDN TV. Oui, donc il faut se préparer peut-être pour ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que moi-même, de loin, j'avais envie d'être sur le plateau, mais écoutez, je ne peux pas. Bon, à un moment donné, j'avais pensé que peut-être vous allez intervenir à l'actualité par téléphone. J'ai pensé à tous ces schémas. J'y ai pensé, mais puisque peut-être qu'on n'avait pas reçu l'ordre de le faire des responsables, on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. Sinon, je pouvais le faire. Peut-être qu'à l'avenir, on va y penser. On va y penser. Parce que quand même, en votre absence, l'actualité a été nourrie. Ouais. Et vraiment, ça fait beaucoup de bruit. Adrien Tchomakou faisait son show. Non, il faut dire aussi que toute chose concourt bien à ceux qui aiment Dieu, parce que peut-être que selon certaines actualités, peut-être que ma position serait assez tranchée et ça pourrait être des risques que je prendrais. Oh, bon. Quand même, la liberté de presse, quand même. Non, la liberté de presse, mais moi je crois vraiment en Dieu. C'est une réalité au Bénin. Dieu permet peut-être parfois que vous ne soyez pas dans certaines situations, peut-être pour vous préserver. Donc peut-être que si j'étais là dans la semaine, j'allais peut-être avoir des positions assez tranchées. C'est vrai, vous avez raison. Oui, même. Donc moi je ne prends rien négativement, je pense que positivement, peut-être ça a été quelque chose pour Vous avez apporté ma cravate ou pas? Oui, c'est là. Merci. Merci d'avance. Voilà. Je vous montrerai cette cravate-là quand je la mettrai. Ce sera peut-être le jour de mon anniversaire, pourquoi pas. Alors, donc, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous fêtons, nous vivons de la presse, Laurent Roland Tonnikes. Déjà, oui, vous avez plusieurs cordes à votre arc, mais qui sont tous liés à la presse. À la presse, voilà, qui sont tous liés à la presse. Mais dites-nous, quelle impression, quel est votre sentiment un jour où, comme on peut dire que c'est l'anniversaire des journalistes, on célèbre la liberté de la presse, quel est votre état d'âme? Satisfaction, mais déception à la fois. Satisfaction de faire bien son travail, mais déception de ne pas être compris par tout le monde, par toutes les sensibilités. Déception de voir que des journalistes sont encore maltraités, qui sont peut-être payés en deçà du SMIC, de savoir que les journalistes sont réduits à des perdièmes qui font que les points focaux communication parfois jouent sur ça pour manipuler les journalistes. Je dis ce que je sais et je pèse bien mes mots. Les points focaux communication ne sont pas d'accord avec moi. Mais je sais, je rends grâce à Dieu. Ça fait plus d'1 an, 2 ans que je ne vais plus sur un reportage dans un ministère pour attendre une liste à la fin pour un perdième. Je bénis Dieu pour ça. Mais je constate que pendant tout ce temps... Non, déjà, pour cette parenthèse, vous savez que chez nous, ici, nous, on travaille, on n'entend pas... Oui, justement, non, mais écoutez, ça, c'est vous à IDN TV. D'accord. Mais ailleurs, les gens n'ont même pas 50 000 francs par mois comme salaire. Ils sont obligés d'attendre ça. Et d'arrondir aussi avec les perdièmes. Et donc, de ce point de vue, parfois, ils sont exposés à la manipulation ou parfois au chantage. Parce que quand vous prenez, vous imaginez une liste et qu'après vous rentrez et que vous écrivez l'article sous un angle donné qui n'arrange pas le ministre, c'est que le point focal vous interpelle en même temps pour vous dire, ou soit vous faites un montage et puis après, on vous appelle pour dire, on vient de suivre ton élément à la télévision. Ah non, attention, tu n'aurais pas dû, tu aurais dû ajouter tel extrait, tout ça là. Tout ça, ça participe à la manipulation du journalisme. Mais quand on finit de dire ça aussi, c'est que je crois qu'un journal a écrit aujourd'hui, les journalistes au creux de la vague. Oui, c'est Fraternité qui en parle avec le doyen Alagbada, dont j'apprécie à plus d'un titre l'extrait. Il y a des journalistes déterminés à faire leur travail. Et je me retrouve à travers donc
ce que dit le doyen Noël Alagouana. Oui, parce que je dis qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de journalistes, qu'ils m'en excusent, mais c'est le constat, mais on voit que c'est blanc, et on dit que c'est noir. Tous les journalistes pratiquement, toutes catégories confondues, nous sommes beaucoup plus dans la communication plutôt que d'être dans le journalisme. Le journalisme, ce n'est pas de la communication. C'est vrai que ça a lien avec le journalisme, mais quand vous êtes journaliste, vous traitez l'information et vous assumez. Mais malheureusement, beaucoup de journalistes, même ceux qui étaient des modèles pour nous hier, sont malheureusement au creux de la vague aussi, à cause de leurs intérêts. Et là, on n'a plus de repères. Et malheureusement, ceux qui tentent peu ou prou de dire la vérité ou bien de donner leur position à ces tranchées sont automatiquement traités comme des opposants. On les considère comme des opposants. Moi, je suis assez scandalisé. Quand j'étais en Turquie, il y a un confrère qui a écrit un commentaire sur une de mes publications. Ça semble de la blague, ça semblait de la blague. Mais c'est assez choquant parce que avouer une telle chose comme ça sur quelqu'un comme ça, c'est assez grave. Qui dit, et donc malgré tout ce qu'on dit, tu es allé rencontrer Adjavon ou bien? Moi, je dis, mais écoutez, je ne connais même pas le numéro d'Adjavon. Je n'ai jamais eu en tête cette envie de le rencontrer. Parce qu'il est dans son monde. C'est comme ça que ça part, les rumeurs et tout. Vous voyez, mais moi, je suis allé faire carrément autre chose. Les services de renseignement. Ça n'a rien à voir. Les services de renseignement de l'État sont bien outillés. Ils peuvent savoir ce que je suis allé faire en Turquie. J'y étais en février, je suis reparti ce mois-ci, le mois d'avril. Ils peuvent aller fouiller pour voir ce que je suis allé faire. Ce n'est pas caché. Et je n'ai pas de gêne à dire ce que je suis allé faire. Mais je dis, en fait, c'est ça. Il y a cette suspicion aujourd'hui qui fait que parfois, quand vous faites bien votre travail, on vous colle peu au bout des histoires. Ou parfois, écoutez, moi là où je suis, j'ai dû couper le pont avec tous ceux que je connais, que ce soit opposition ou mouvancier. Il y a des gens qui sont très proches à moi, qui m'ont fait du bien par le passé, mais qui malheureusement aujourd'hui, je ne les appelle plus, j'ai coupé le pont, parce qu'en allant les voir, ils seront tentés de me dire, mais ce que tu as dit, la preuve, il y a un chef d'arrondissement de la Bretagne qui avait dit, un jour, m'a interpellé devant ma belle famille, pour ma belle-mère, pour dire, mais tu attaques chaque fois notre député, tu attaques chaque fois notre maire, et ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Je lui ai dit, écoutez, je suis dans mon rôle, je suis journaliste. S'il fait bien, on ne va pas l'attaquer. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il fait bien, on va le dire également. Et c'est ce que nous faisons ici. Et par la suite, j'ai dû couper le pont avec eux tous. Pour dire, si ce n'est que ça, que vous allez me faire chaque fois le reproche, je m'éloigne de vous et je fais mon travail. Vous pouvez ne pas être d'accord pour moi, mais demain, chacun fera son bilan. Donc aujourd'hui, ça fait mal de voir que les journalistes n'ont pas cette liberté pour autant de parler. C'est-à-dire, on voit clairement que ce n'est pas bon, mais on ne peut pas avoir le courage de dire que c'est mauvais. On veut maquiller la vérité. On veut tenter de dédouaner un pouvoir en place. On veut tenter de dédouaner tel député. On veut tenter d'être dans ce sens telle autorité, parce que, oui, peut-être on est à la recherche des pitances. Excusez. Vous appelez ça pitance? Oui, moi je l'ai dit, je les assure. Parce que je pense sincèrement qu'on doit pouvoir repenser les médias, les organes de presse aujourd'hui. Il y a des organes de presse, s'ils n'ont pas les moyens de bien payer, bien traiter les journalistes pour les mettre à l'abri de la manipulation, il faut fermer purement et simplement. Il faut mettre la clé sous paillasson. Parce que, regardez, il y a même peut-être des gens qui sont DP, qui sont prêts à négocier avec les ministres, les députés, la une, qui construisent de grandes maisons, qui achètent de grosses caisses. Mais les journalistes sont les plus malheureux du pays. Ce n'est pas possible. Donc, au creux de la vague, nous sommes véritablement au creux de la vague. Financièrement parlant, professionnellement parlant, nous sommes au creux de la vague. Les gens n'ont plus la possibilité de bien faire leur travail parce que craignant d'être sevrés. Et les gens peut-être sont au creux de la vague parce qu'ils ne sont pas bien traités. Donc il y a tellement de choses à régler aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est mauvais. Je crois qu'il y a des journalistes qui font bien leur travail. Il y en a qu'on peut citer. Il y en a qui font bien leur travail, qui se mettent au-dessus de la mêlée. Mais dans la grande masse, je crois qu'il faut vraiment faire la purge. Il faut faire la purge. Et Laurent Roland Tonnerre-Ickes, n'est-ce pas le moment, même si ça a mis le temps que ça doit mettre, de faire un clin d'œil au chef de l'État qui a donc demandé à ce qu'on mette de l'ordre dans le désordre et qu'on fasse qu'on revoie les conditions des travailleurs. Mais il propose donc à notre instance, la Haute Autorité de la Communication, de s'en occuper. Est-ce la meilleure manière? Est-ce qu'on va y arriver? Justement, et c'est un piège. Et c'est moi qui le dis. En fait, réformer la presse béninoise,
faire en tout cas des changements, opérer des changements au niveau de la presse béninoise, ne devait pas émaner d'une volonté politique. Ça devait partir des professionnels des médias eux-mêmes d'abord. Oui, les professionnels des médias par le passé ont posé des actes, ont non, fait des tables rondes, ont fait des propositions par rapport donc à la grille, comment vous dites ça, vous ce savez, que les journalistes devraient gagner et tout. Mais si les politiques ne décident pas, ça ne peut pas marcher. C'est les décideurs, on les appelle. La RAC est constituée de qui et qui? Des professionnels des médias choisis par les journalistes eux-mêmes, mais il y en a qui sont proposés par les politiques. Qui ne sont pas en majorité. Mais il y a d'autres qui sont proposés par les politiques. D'accord. Les problèmes que nous avons eus quand on dit ça aujourd'hui, la plupart de ces problèmes-là, où peut-être des médias ont été fermés, dans une certaine mesure, vous pensez qu'il n'y a pas de volonté politique qui est prise par là? Est-ce que vous pensez sincèrement? Les problèmes des professionnels des médias, ce n'est pas en fait une volonté politique qui viendra changer. La volonté politique déjà pouvait se faire observer déjà à partir de ce qui existe. Mais à partir de ce qui existe, quelle garantie avons-nous? Donc, maintenant, quand les politiques veulent faire des réformes au niveau de la presse béninoise, quelle est leur intention, véritable intention? Aucun politique ne mettra en œuvre un système qui va l'éjecter, qui va lui faire mal. Qui va lui créer des problèmes. Qui va lui créer des problèmes. Donc, je veux bien croire à la bonne foi, à la bonne volonté, au bon sens de Patrice Talon qui veut qu'on fasse des réformes, d'accord. Mais attention, c'est oublier que nous connaissons les acteurs politiques. Et donc, c'est un piège. Je dis une chose, c'est très simple. On n'a pas de convention collective. Combien de médias respectent aussi la convention collective aujourd'hui au Bénin? Commençons pas à faire le ménage à ce niveau. Si les politiques veulent vraiment réformer la convention collective que les professionnels médias eux-mêmes là ont adopté là, commençons pas à leur appliquer ça au niveau des médias. On commence par là, d'abord, on verra la volonté politique. Commençons par sanctionner ces médias-là qui, c'est surtout ces DP qui prennent les millions dans leur poche, mais qui traitent mal leurs journalistes. Aucun journaliste ne devrait être traité aujourd'hui en deçà du SMIC. Il faut commencer par là. On commence par là, parce que la convention collective, quand vous avez la licence, c'est à partir de 90 000, ce ferait de ma part. Est-ce qu'on a fait déjà ce ménage à ce niveau d'abord? On a fait ce contrôle. Il y a un existant. Comment avons-nous appliqué l'existant? Comment avons-nous réglementé la presse avec ce qui existe déjà? Autrement dit, c'est à nous-mêmes de balayer la maison. Commençons là d'abord. On parle de CNPA, on parle de ODEM, on parle de UPMB. D'accord, ils font leur travail. Mais c'est insuffisant. Il reste beaucoup à faire. Parce qu'au niveau de ces instances aussi, il y a des patrons de presse qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Parce que quand ça change, ça va peser sur eux. Sur eux, justement. Ça va peser sur leurs poches. Leurs poches. Et donc, le problème est là. Donc, moi, je dis une chose. Oui, Patrice Talon a la volonté de changer. D'accord. Mais quelle est la véritable intention? Si on doit faire des réformes et qu'aujourd'hui, dans les tests qu'on va mettre, les médias qui auront la chance de remplir ces conditions ne seront que les médias acquis à la cause du pouvoir, vous pensez que ça va être une réforme? Ça ne va pas l'être. Non. Non, je dis ça ne va pas l'être. Je suis analyste, j'analyse les faits. Tout à fait. Ça veut dire que quoi? On peut mettre des conditions pour dire, pour être média aujourd'hui, il faut ci, il faut ça, faire ça. Mais au fond, quand on dit ça, je vous dis, quand on va faire ça, est-ce que vous êtes sûr que tous les médias peuvent remplir certaines conditions pour exister? Non, pas vraiment. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc je pense que sincèrement, il faut travailler à changer les choses. Il faut que les professionnels des médias aussi qu'on soit changés. Que les journalistes qui sont maltraités arrivent à dénoncer leur patron. La loi sur l'embauche... Arrivent à dénoncer leur patron, ils perdent leur boulot. Mais écoutez, oui, à un moment donné, il faut prendre le risque. Non, moi, s'il faut que je prenne le risque demain matin ici à Eden TV, je prendrai le risque. Si je peux prendre le risque pour que ça sauve les autres qui sont dans la maison, je le ferai. Parce que je pense sincèrement que c'est assez. Quand vous dites journaliste au Sénégal, c'est un respect. Oui, quand vous dites journaliste dans certains pays, c'est un respect. Je sais de quoi vous parlez. Mais je viens d'un pays. Je viens d'un pays. Je suis séjourné au Sénégal. Il suffit que je dise je suis journaliste et je vois comment le gouverneur de cette localité me respecte. Oui, c'est ça. Me respecte. C'est pareil en Inde, c'est pareil dans beaucoup de pays. Ici, vous dites journaliste,
à quelqu'un, une autorité, dit malheureusement, c'est ça. C'est l'image qu'on connaît des journalistes. Bon, la profession sera assainie, c'est notre souhait. Les journalistes, volontairement, ne demandent pas de l'argent. Hein. Oui, c'est vrai. Mais les problèmes font que parfois, ils sont obligés de se rabaisser. Au point où une autorité, moi j'ai vu des autorités dire des insanités sur des journalistes. Ça m'a choqué. Ce qui a fait que j'ai coupé les ponts avec ces autorités aussi. Parce que quand ils disent, ah, tu sais, telle personne-là, quand il vient, c'est l'argent. Ah bon? Mais finalement, toi aussi, tu lui demandes un travail. Il fait la communication pour toi quand même. Absolument. Absolument. On va finir en quelques secondes, Laurent Roland Toninga. Une pensée aux journalistes qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, beaucoup sont décédés d'ailleurs. Il y en a qui sont même actuellement gravement malades et malheureusement pas de prise en charge. Je crois comprendre qu'à ce niveau, il y a un problème. Et au niveau de l'UPMB, on a parlé de, comment on appelle, assurance maladie. Mais malheureusement, est-ce que ça marche? Dieu seul sait comment est-ce que ça fonctionne. Il va falloir travailler. Je remercie peut-être au passage le gouvernement, même si je viens peut-être un peu de ne pas être d'accord avec eux. Je dis que oui, l'assurance maladie, H, oui. Oui, comment vous appelez ça? Il y a une assurance oui, voilà, généralisée voilà. pour tous. Oui, je crois que c'est une bonne chose. Ça va beaucoup plus aider certains journalistes qui sont en difficulté, qui n'ont pas de soutien, je l'ai dit, qui sont mal payés, maltraités, à qui on demande plus d'efforts, mais qui sont très, très, très mal payés. Et quand on va au plan international, on voit que nos journalistes sont assez compétents, montrent leur savoir-faire, mais malheureusement, au plan local, il n'y a pas cet accompagnement. Ils ne sont pas des prophètes. Oui, ils n'ont pas aussi la motivation nécessaire pour continuer à bien faire leur travail. C'est autant de choses qui choquent. Et je crois qu'avec cette assurance maladie du gouvernement, ça va sortir beaucoup de personnes de la difficulté parce que un journaliste qui a un mal de tête mais qui n'a même pas 25 francs pour acheter paracétamol, ça existe. C'est un problème. Les gens me diront que je dis n'importe quoi. Non, vous ne dites pas, vous n'êtes pas en train de dire n'importe quoi. Je sais combien les gens faisaient des rangs à l'Infosec. Même s'ils ne sont pas invités sur des activités, ils viennent faire les rangs, attendre et à négocier pour écrire leur nom, pour prendre 5 000 francs. Un journaliste, et c'est dans ce pays qu'on veut développer d'ici quelques années, il faut commencer par sanctionner. Moi, je dis, il faut maintenant fermer certains médias en fait, les médias qui n'ont pas les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ne vous hasardez pas. Comment un DP grosse caisse, construit une grande maison? Ce qui choque même parfois... Ces journalistes sont affamés. Ces employés sont affamés. Ce qui choque même parfois, le patron de presse n'écrit même plus un article. C'est le journaliste qui écrit les articles. Quand une opportunité de voyage sort, c'est le patron qui va donner son nom pour voyager. Et le jeune est là. Quand une formation sort, c'est le patron qui parle, alors que c'est le jeune qui a besoin de formation. Est-ce qu'il n'a même pas le temps de venir implémenter cette formation dans son média? Mais c'est lui qui va s'asseoir. Il va écrire son nom, il va s'asseoir. Pour prendre frais de mission, prendre per diem, rester à l'hôtel, manger. Et parfois même, les voilà en train de déambuler dans les hôtels avec les filles pendant que les autres sont en formation, alors que les jeunes qui sont chez vous ont besoin de formation. C'est des choses qu'il faut régler. Ils ne sont pas d'accord avec moi. Et moi, je dis, je n'ai pas peur de vous. Je préfère qu'on leur dise la vérité ce matin. Qu'ils changent cette mauvaise habitude. Ce n'est pas bien. Alors donc, c'est notre coup de gueule à l'occasion de cette journée. Chers patrons de presse, vous qui donc prenez la place des jeunes qui doivent se faire former alors que pendant toute votre carrière, 30 ans, 35 ans, c'est vous qui avez participé aux séminaires, aux ateliers, aux formations, que ça cesse.